C'était censé être la période la plus magique et joyeuse de l'année. Mais pour la famille Anderson, cela s'est transformé en un massacre épouvantable. Le pire que la petite ville de Carnation, Washington, ait jamais connu. 911. Il y a eu un meurtre. Je vois 3 personnes mortes pour l'instant. À l'intérieur, je viens d'arriver, elle travaille avec moi. Dans une maison? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a un bébé, un homme et une femme, et c'est ma meilleure amie. Le 26 décembre 2007, Linda Thielu, inquiète que sa meilleure amie Judy Anderson ne se soit pas présentée au travail, est venue lui rendre visite et a fait une découverte terrifiante. Judy, son mari, leur fils, sa femme et même leurs 2 jeunes enfants, âgés de seulement 5 et 3 ans, avaient tous été brutalement assassinés. Cette paisible ville de Burley 2000 habitants n'avait jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant. Ce qui rendait la tragédie encore plus étrange, c'était que le seul membre de la famille encore en vie était Michelle Anderson, la fille de Judy, qui vivait à proximité avec son petit ami, Joseph McEnroe. Je suis désolé de l'avoir fait, parce que je pensais que je devais le faire. Et oui, je sais que ce n'est pas une très bonne excuse, mais je ne cherche pas à m'excuser. Je veux juste expliquer mes actes. Je suis désolé. Je suis horrible. La famille Anderson, d'après tous les témoignages, n'avait aucun ennemi connu. Ils étaient aimés et respectés dans la communauté, ce qui rendait tout cela encore plus déroutant. Quand la nouvelle des meurtres s'est répandue, les gens en ville étaient sincèrement choqués et bouleversés, se demandant qui aurait pu faire quelque chose d'aussi brutal et, plus important encore, pourquoi? Voir tout le monde mourir, me souvenir de ce que j'ai fait, et à quel point c'est incroyable, à quel point je suis incroyable parce que j'ai tué tous ces gens. C'est en quelque sorte le moment tant attendu. Pour commencer à comprendre comment tout cela est arrivé, il faut d'abord parler des personnes au centre de tout cela. La famille Anderson. Ce n'était pas n'importe quelle famille. Dans une petite ville unie comme Carnation, Washington, tout le monde se connaît plus ou moins. Les vies sont souvent profondément entrelacées, alors quand quelque chose d'aussi horrible se produit, ça frappe différemment. D'après ce que les témoins et les voisins ont dit, les Anderson semblaient être une famille ordinaire, rien d'extraordinaire en surface. Wayne Scott Anderson, le père, âgé de 60 ans, occupait un emploi stable et bien rémunéré en tant qu'ingénieur chez Boeing. Sa femme, Judy, 61 ans, était un visage familier en ville, grâce à son travail au bureau de poste local, où elle s'était liée d'amitié avec une femme nommée Linda. Oui, la même Linda, qui a plus tard passé l'appel au 911, qui a révélé toute cette affaire. Linda n'était pas seulement proche de Judy. Elle semblait être en bons termes avec toute la famille. Wayne et Judy avaient 2 enfants, Scott, 32 ans, et Michelle, 29 ans. Maintenant, la plupart des parents ne disent pas qu'ils ont un enfant préféré. Pas à haute voix en tout cas. Mais les gens qui connaissaient la famille disent qu'il semblait assez évident que Scott était l'enfant chéri. Que ce soit parce que Michelle avait plus de mal, ou simplement parce que Scott faisait des choix plus sûrs, c'est difficile à dire. Mais la tension était bel et bien là. Michelle semblait toujours être le mouton noir. Alors que Scott construisait une vie stable, épousant une femme nommée Erika, ayant 2 jeunes enfants, Olivia et Nathan, qui n'avaient que 5 et 3 ans, la vie de Michelle était très différente. Elle vivait toujours sur la propriété de ses parents, dans une petite caravane à environ 200 mètres de la maison principale. Elle ne payait pas de loyer, travaillait à un emploi de base chez Target et avait un petit ami nommé Joseph McEnroe qui, franchement, était considéré par beaucoup comme un bon à rien. Il était sans emploi, sans direction, et selon certains témoignages, une mauvaise influence. Pour aggraver les choses, il semblait que Michelle nourrissait un profond ressentiment. Son frère avait tout, une épouse aimante, 2 beaux enfants, un emploi stable et le soutien total de leurs parents.
Erika, la femme de Scott, était également très proche de Wayne et Judy. Certains pensaient même qu'ils traitaient Erika plus comme une fille que Michelle elle-même. Ce genre de dynamique, qu'elle soit exprimée ou non, peut ronger quelqu'un qui se sent déjà comme un étranger dans sa propre famille. D'un autre côté, Joseph McEnroe venait de Santa Clara, Californie. Et bien qu'il n'ait pas grandi à Carnation comme Michelle, les deux avaient beaucoup en commun. Ses proches le décrivaient comme quelqu'un qui essayait fort de se faire aimer. Un gars calme qui aimait les jeux vidéo et restait généralement dans son coin. Il n'était pas connu pour être agressif ou méchant. En fait, les gens se souvenaient de lui comme étant plutôt solitaire. Mais comme Michelle, Joseph semblait dérivé dans la vie, sans plan solide. Il n'avait pas d'emploi stable, pas de direction claire, et semblait simplement bloqué. Pourtant, même avec tous ces défis, personne ne s'attendait à ce que son nom soit jamais associé à quelque chose de violent ou de tragique. En creusant un peu plus, cependant, la vie de Joseph n'était pas aussi calme qu'elle en avait l'air. Il souffrait d'une anxiété intense et trouvait souvent difficile de gérer les situations quotidiennes. Une chose qui ressortait vraiment chez lui, c'était à quel point il pouvait être facilement influencé. Il avait parfois du mal à distinguer le bien du mal, surtout dans les moments stressants. Ce genre de vulnérabilité faisait de lui un suiveur, quelqu'un qui pouvait être entraîné dans des directions qu'il n'aurait peut-être pas prises de lui-même. Sa relation avec Michelle a commencé en 2001 après qu'ils se sont rencontrés via une application de rencontre. Et elle est rapidement devenue l'une de ces relations intenses et collantes qui ne semblaient pas très saines. Les deux se reposaient beaucoup l'un sur l'autre. Mais au lieu de s'élever mutuellement, c'était plutôt comme s'ils s'entraînaient l'un l'autre vers le bas. Ils vivaient ensemble dans une caravane à seulement quelques centaines de mètres de la maison des parents de Michelle, sans loyer, mais loin d'être confortable. L'endroit était en mauvais état, et sans revenu stable entre eux, ils luttaient constamment pour joindre les deux bouts. Joseph n'avait pas beaucoup d'amis dans les environs, et tous deux semblaient rarement interagir beaucoup avec le reste de la ville. Comme mentionné plus tôt, Joseph McEnroe n'avait pas la meilleure éthique de travail. Il faisait rarement l'effort de trouver un emploi, et quand il en obtenait un, ça ne durait généralement pas longtemps. La stabilité était pratiquement inexistante dans sa vie avec Michelle. Pendant ce temps, Michelle ne pouvait s'empêcher de comparer leur situation à celle de ses parents, Wayne et Judy Anderson, qui s'en sortaient très bien financièrement. Mais au lieu de se sentir soutenue ou fière, Michelle se sentait négligée, comme si ses parents la tenaient intentionnellement à distance. Elle estimait qu'ils ne faisaient pas assez pour l'aider, surtout considérant qu'ils l'avaient mise au monde. C'est ainsi qu'elle voyait les choses, du moins. Finalement, après avoir laissé Michelle et Joseph vivre sans loyer sur leur propriété pendant des années, ses parents ont décidé qu'il était temps de commencer à facturer un loyer, et Michelle n'a pas bien pris la nouvelle. Elle avait l'impression qu'il lui tournait sur le dos, et pour aggraver les choses, elle affirmait également que son frère Scott lui avait emprunté des dizaines de milliers de dollars au fil des années, environ 40 000 $, disait-elle, et n'avait jamais vraiment fait d'efforts pour la rembourser. Maintenant, malgré toutes ces difficultés, Michelle et Joseph étaient étonnamment du genre à tout partager. Ils étaient totalement dévoués l'un à l'autre, toujours ensemble, peu importe à quel point la vie devenait difficile. Ils rêvaient même de s'enfuir à Las Vegas pour se marier un jour, mais d'abord, ils estimaient qu'ils avaient des affaires à régler avec les parents de Michelle, Wayne et Judy. Il s'est avéré que Joseph avait discrètement acheté 2 armes à l'été 2006, un revolver Smith & Wesson Model 19 Magnum et un pistolet semi-automatique 9 mm. Ces armes n'étaient pas un jeu. Puis, la veille de Noël 2007, au lieu de rejoindre la célébration familiale, Michelle et Joseph se sont présentés chez Wayne et Judy avec un plan mortel. Judy était dans la pièce du fond, enveloppant soigneusement des cadeaux pour ses petits-enfants, essayant de maintenir l'esprit des fêtes, tandis que Wayne était ailleurs dans la maison,
préparant les choses. Mais derrière cette scène paisible, le chaos se rapprochait. Joseph gardait une arme cachée dans sa ceinture pour distraire Judy avec des bavardages, tandis que Michel se dirigeait discrètement vers son père avec son propre pistolet dégainé. Elle a visé et tenté d'appuyer sur la gâchette, mais son arme s'est enrayée. La panique s'est installée. Joseph s'est précipité et a tiré un coup qui a mis fin à la vie de Wayne instantanément. En entendant les coups de feu, Judy s'est précipitée dans la pièce, seulement pour être accueillie par les balles de Joseph. Elle est tombée en criant, et dans un moment glaçant, Joseph s'est excusé avant de pointer l'arme sur sa tête et de presser la gâchette. Avec les deux parents maintenant morts, Michel et Joseph ont dû réaliser à quel point leur plan avait mal tourné. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Ils savaient que Scott, Erika et les enfants arriveraient d'une minute à l'autre. Alors, ils se sont empressés de nettoyer le désordre. Ils ont traîné les corps jusqu'à un cabanon de stockage à proximité et ont frénétiquement essayé d'effacer le sang avec des serviettes et des produits chimiques, espérant effacer l'horreur qui venait de se dérouler dans cette petite maison paisible. Michel et Joseph ont réussi à rendre l'endroit impeccable, mais cela n'allait pas le rester longtemps. Environ 45 minutes après que Wayne et Judy ont été abattus, Scott est arrivé à la maison avec sa femme, Erika, et leurs enfants. Dès qu'il a franchi la porte, il a vu Michel qui l'attendait. Les choses ont rapidement dégénéré quand elle a sorti son arme et s'est précipitée sur lui. Dans une tentative désespérée de sauver sa famille, Scott s'est jeté sur elle, mais Michel a tiré 4 coups directement sur lui. L'une de ses balles a perforé son cou, et juste comme ça, sa vie était terminée. Erika a été touchée 2 fois dans la salve de balles, mais d'une manière ou d'une autre, elle a tenu bon. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter le cauchemar. C'est alors qu'elle a repéré un téléphone sans fil à proximité. Blessée et à peine capable de bouger, Erika a rampé jusqu'au canapé pour se mettre à l'abri, a saisi le téléphone et a appelé à l'aide. Elle n'a réussi à rester en ligne que quelques secondes avant que Joseph n'apparaisse et ne lui arrache le téléphone. L'opératrice n'a entendu que des voix étouffées et des cris, et comme elle n'a pas pu obtenir d'informations claires, elle a pensé que c'était peut-être juste une fête bruyante qui dégénérait. Malgré tout, elle a envoyé 2 officiers pour vérifier. Pendant ce temps, Joseph a déchiqueté le téléphone, arrachant les piles et l'écrasant sous ses pieds. Plus tard, il a admis qu'Erika l'avait supplié tout ce temps, hurlant même pour qu'il ne fasse pas de mal aux enfants. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'excuser encore et encore. Mais ces excuses ne l'ont pas empêché de terminer ce qu'il avait commencé. Joseph a tiré une balle directement dans la tête d'Erika, mettant froidement fin à la 2e génération de la famille Anderson, ne laissant que Michel en vie. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Il restait encore la plus jeune génération à gérer. 2 petits-enfants de seulement 5 et 3 ans. On pourrait penser qu'après toute cette violence, ces 2-là ne seraient pas touchés. Mais ce ne fut pas le cas. Michel a regardé sa nièce et son neveu et les a immédiatement vus comme une menace, des responsabilités qu'on ne pouvait pas laisser vivre. Elle était terrifiée à l'idée que s'ils survivaient, ils pourraient devenir des témoins dans un futur procès. La pensée qu'ils parlent, que des secrets s'échappent, la rendait paranoïaque. Alors elle a décidé qu'ils devaient être réduits au silence. Mais il y avait un problème. Michel ne pouvait tout simplement pas se résoudre à appuyer sur la gâchette. L'idée de faire du mal à des enfants était trop, même pour elle. Alors, elle s'est tournée vers Joseph, qui devait être horrifié par la suggestion, mais au fond, même lui connaissait la brutale vérité derrière ces mots. Ensemble, ils ont commencé à rationaliser l'impensable. Ils se sont dit que les enfants seraient marqués à vie parce qu'ils avaient déjà vu, que leur innocence était brisée au-delà de toute réparation.
et peut-être d'une manière tordue, qu'il était plus gentil de les mettre hors de leur misère rapidement plutôt que de les laisser souffrir pour toujours. Il est glaçant de penser à comment ils ont réussi à se convaincre d'une telle chose. Joseph a agi en premier, prenant la vie d'Olivia avec une excuse murmurée. Les yeux de la petite fille n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que la balle ne mette fin à sa vie. Puis il y avait Nathan, 3 ans, assis par terre, complètement inconscient, ou peut-être douloureusement conscient du chaos autour de lui. Nathan jouait tranquillement avec les piles écrasées du téléphone sans fil, innocent et fragile. Joseph a dit plus tard quelque chose de troublant à propos de ce moment. Nathan l'a regardé avec une pleine compréhension, comme si l'enfant savait exactement ce qui allait se passer. Si je pensais que me retenir, me tuer ou faire quoi que ce soit, que quoi que je puisse faire effacerait tout ça et ramènerait ces gens ou atténuerait la douleur, je le ferais. Et avec ce détachement froid, Joseph a appuyé sur la gâchette une fois de plus, mettant fin à la vie de Nathan, tout comme celle de ses grands-parents, de ses parents et de sa sœur. L'acte était accompli, mais alors Michel a réalisé quelque chose de terrifiant. L'appel au 911 d'Erika avait bel et bien été passé. La communication était brève, mais suffisante pour alerter les services d'urgence. La panique s'est installée, alors que Michel comprenait que la police arriverait d'une minute à l'autre pour enquêter sur ce qui venait de se passer. Alors, aussi vite qu'elle le pouvait, elle a couru jusqu'à la route de terre menant à la maison et a verrouillé la grille d'entrée derrière elle, espérant retarder ou empêcher une entrée immédiate. Quelques instants plus tard, 2 adjoints du shérif sont arrivés, répondant à l'appel au 911. Ils se sont approchés de la grille verrouillée et l'ont trouvée fermée à clé. Pas moyen d'entrer facilement. Ils ont écouté attentivement, mais n'ont entendu aucun bruit de perturbation. Pas de cris, pas de pleurs. Rien qui indiquerait que quelque chose allait terriblement mal. Ils ont même vérifié auprès d'un voisin à proximité qui a dit n'avoir rien remarqué d'inhabituel non plus. Sans plus d'indices ou de preuves, les adjoints ont décidé de quitter les lieux sans creuser davantage. Ce bref moment de calme a donné à Michel et Joseph la petite fenêtre dont ils avaient besoin. Mais, au fond, tous deux savaient qu'ils avaient franchi le point de non-retour. Ils étaient les seuls survivants d'un massacre brutal qui avait coûté la vie à 6 personnes. Un acte horrible qui tacherait leur vie à jamais. Et malgré le fait de vivre à seulement quelques centaines de mètres de la scène du crime, la police a rapidement identifié Michel et Joseph comme des personnes d'intérêt. Ce n'était pas une question de savoir s'ils seraient suspectés, mais quand. Les enquêteurs les interrogeraient encore et encore, démêlant lentement l'histoire, et finalement, la vérité deviendrait impossible à cacher. Que ce soit par calcul lucide ou par panique désespérée, Michel et Joseph n'ont pas attendu pour affronter les conséquences. Ils ont fui, se dirigeant vers la frontière canadienne dans l'espoir de disparaître. Mais quelque part en chemin, ils ont réalisé que s'échapper vers le nord n'était peut-être pas leur meilleure option après tout. Au lieu de cela, ils ont tourné vers l'ouest et se sont dirigés vers l'Oregon, choisissant un chemin différent dans l'espoir d'échapper à la loi. Cela signifiait qu'ils devaient passer juste à côté de la propriété de Wayne et Judy, le lieu même de leur crime. Il est effrayant d'imaginer s'ils ont pris un moment pour regarder en arrière, pour voir les conséquences de ce qu'ils avaient dit fait. À Carnation, le 26 décembre, 2 jours après le meurtre, Linda Thiel, la meilleure amie de Judy, a commencé à s'inquiéter quand Judy n'est pas venue au bureau de poste comme elle le faisait toujours. C'était totalement inhabituel pour Judy, qui était ponctuelle et prenait rarement des jours de maladie. Inquiète, Linda s'est rendue chez Judy pour vérifier. En regardant par la fenêtre, elle a été confrontée à une scène qu'aucun ne devrait jamais voir. 2 corps sans vie, gisant sur le sol. Ce moment a marqué le début d'un cauchemar pour toute la communauté.
alors que la terrifiante vérité du massacre de la veille de Noël commençait lentement à émerger. Les 2 premiers corps qu'elle a vus étaient ceux de Scott et Erika. Mais dans son choc et sa confusion, elle a d'abord pensé qu'il s'agissait de Wayne et Judy. Son esprit luttait pour donner un sens à l'horreur devant elle. À ce moment-là, Linda n'avait aucune idée que toutes les personnes dans cette maison avaient été abattues, exécutées de sang-froid. Au lieu de cela, sa première supposition, aussi étrange que cela puisse paraître maintenant, était que peut-être il s'agissait d'un accident tragique. Une intoxication au monoxyde de carbone, a-t-elle pensé. Cela aurait au moins un sens. Mais une fois qu'elle a franchi la porte et pénétré dans la maison, la vérité l'a frappée comme un train de marchandises. Les signes de violence étaient partout. Des coups de feu, du sang, l'odeur inconfondable de la mort, et toute illusion d'un accident s'est envolée. Complètement bouleversée, tremblante et à peine capable de traiter ce qu'elle voyait, Linda a appelé la police. Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait ce qu'elle venait de trouver. La police a rapidement envahi les lieux, établissant un périmètre autour de la maison. Du ruban jaune a été tendu sur la propriété et les enquêteurs ont commencé à documenter soigneusement la scène macabre, tandis que les voisins choqués regardaient. Et à cet instant précis, presque comme une torsion cruelle du destin, Michel et Joseph sont passés par là en voiture. Comme mentionné plus tôt, ils avaient initialement prévu de fuir au Canada, mais ont changé de cap et se dirigeaient vers l'Oregon. Pourtant, quelque chose les a fait s'arrêter. Peut-être était-ce la culpabilité qui rongeait leur conscience, ou peut-être voulaient-ils simplement voir quel chaos ils avaient laissé derrière eux. Quelle qu'en soit la raison, ils se sont arrêtés, sont sortis de la voiture et ont rapidement été abordés par la police. Il n'a pas fallu longtemps avant que les officiers ne deviennent suspicieux. Michel et Joseph étaient trop près de la scène, trop calmes, et leur timing était tout simplement trop parfait. Ils ont été emmenés pour un interrogatoire, et à partir de là, tout a commencé à s'effondrer. Au début, le couple a essayé de mentir pour s'en sortir. Ils ont inventé une histoire ridicule, disant qu'ils se dirigeaient vers Las Vegas pour se marier. Mais c'était fragile, et ils le savaient tous les deux. Le poids de ce qu'ils avaient dit et fait les écrasait. La pression a finalement brisé Michel en premier. Elle s'est effondrée en larmes pendant l'interrogatoire et a confessé. Elle a sangloté tout au long de sa confession, luttant pour parler mais voulant tout dire. Pendant ce temps, Joseph était resté silencieux. Il a insisté sur son innocence. Mais cela n'a sauvé aucun d'eux. Michel et Joseph ont été officiellement inculpés de 6 chefs d'accusation d'homicide au premier degré. Pour les morts de Wayne, Judy, Scott, Erika et les 2 petits-enfants, Olivia et Nathan. L'enquête initiale a progressé rapidement, mais le procès proprement dit ne commencerait que près de 3 ans plus tard. Ce retard était dû en grande partie aux motions préalables au procès, aux évaluations psychologiques et à la complexité des preuves qui devaient être soigneusement analysées et vérifiées. Le procès a officiellement débuté à l'été 2008, lorsque les 2 accusés ont été officiellement mis en accusation et que les procureurs ont exposé les détails horrifiants de l'affaire. Au cours de ces premières audiences, Michel a d'abord nié toute implication complète, mais la pression croissante, combinée aux preuves accablantes, allant des rapports médico-légaux aux relevés téléphoniques et aux témoignages glaçants de témoins, l'a finalement conduite à une confession dramatique. C'était à la fin de 2008, plusieurs mois après le début du procès, que Michel s'est effondrée en larmes sur le banc des témoins et a admis qu'elle était le cerveau derrière le Madlal massacre. Pendant ce temps, Joseph McEnroe a maintenu qu'il était manipulé par Michel, se présentant comme quelqu'un poussé à la complicité. Cependant, les procureurs ont méthodiquement démantelé cette défense au cours du procès,
présentant des preuves montrant que Joseph était un participant actif. Malgré ces affirmations, le jury a été convaincu par l'argument du procureur selon lequel Michelle et Joseph partageaient la responsabilité de ces actes horrifiants. La communauté a suivi chaque rebondissement avec le cœur lourd et une impatience croissante, alors que le procès s'étirait mois après mois. Au début de 2009, l'accusation poussait fort pour la peine de mort. Les 6 chefs d'accusation d'homicide au premier degré ouvraient la possibilité de la punition la plus sévère prévue par la loi de l'État de Washington. Les procureurs ont dépeint un tableau de tueurs de sang-froid qui n'avaient montré aucun remords et avaient exécuté une attaque soigneusement planifiée et sauvage contre leurs propres membres de la famille, y compris 2 jeunes enfants. L'opinion publique était largement en faveur de la peine de mort, reflétant la colère et le chagrin ressentis par beaucoup dans la communauté. Pourtant, le 31 janvier 2013, après des années d'audience, le juge Jeffrey a annoncé une décision surprenante. La peine de mort était écartée pour les 2 accusés. Invoquant des considérations probatoires et procédurales, le juge a décidé que l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle serait la peine maximale. Bien que beaucoup s'attendaient à une peine capitale pour un crime aussi brutal, la loi exigeait un respect rigoureux des règles, garantissant l'équité et une procédure régulière. L'attente prolongée pour une résolution avait frustré certains, mais elle soulignait les complexités de l'administration de la justice dans les cas les plus graves. Réalisant que la peine de mort n'était plus une menace imminente, mais que l'emprisonnement à vie était inévitable, Joseph McEnroe a changé de stratégie. Dans les mois suivant la décision du juge, il a plaidé coupable à tous les 6 chefs d'accusation d'homicide au premier degré. Une démarche visant à éviter toute bataille juridique supplémentaire qui aurait pu prolonger le processus. Dans son plaidoyer, McEnroe a réitéré sa défense antérieure, selon laquelle Michelle avait dominé leur relation et influencé ses actions, mais le tribunal n'a pas été convaincu. Son comportement en salle d'audience et les preuves accablantes ont scellé son sort. Michelle Anderson, de son côté, a accepté l'entière responsabilité, montrant un profond remords et se qualifiant de monstre pendant la phase de détermination de la peine. Elle a exprimé un regret sincère pour la douleur qu'elle avait causée, reconnaissant la dévastation inimaginable qu'elle avait infligée à la famille et à la communauté. Malgré ses supplications, le juge a clairement indiqué que la loi exigeait une peine stricte pour des crimes aussi odieux. Enfin, à la mi-2013, après près de 8 ans de procédure judiciaire depuis les meurtres, Michelle Anderson et Joseph McEnroe ont été officiellement condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a souligné la gravité de leurs crimes et le besoin de protéger la société contre de tels criminels violents. Mademoiselle Anderson, le résultat est à peu près prédéterminé. Mademoiselle Anderson, conformément à vos condamnations, la loi m'oblige à imposer 6 peines consécutives d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ou de conditionnel, plus une peine supplémentaire de 60 mois pour chaque chef d'accusation. Je vais imposer l'évaluation obligatoire des victimes, les frais de DNA, la restitution sera fixée lors d'une audience séparée à laquelle vous pouvez renoncer à votre présence si vous le souhaitez. Je renonce à toutes les autres taxes et évaluations non obligatoires, et ce sera l'ordre du tribunal. Mais peu importe à quel point la justice a finalement été rendue, les souvenirs horrifiants de cette terrible nuit hantent encore tous ceux qui y sont impliqués. Ce qui est vraiment déchirant, c'est qu'il ne reste plus personne pour pleurer la famille Anderson, sauf les personnes mêmes qui ont pris leur vie, et une poignée d'amis proches qui ont réussi à survivre à ce cauchemar. L'une de ses amies, Linda, a dû revivre le traumatisme encore et encore tout au long du procès, forcée de revisiter le pire jour de sa vie en détails vivides pendant son témoignage, s'assurant que la douleur reste gravée dans sa mémoire pour toujours. La petite ville de Carnation
n'a plus jamais été la même depuis cette horrible veille de Noël. À ce jour, on peut parier que les habitants murmurent encore sur les horreurs qui se sont déroulées dans cette grande maison juste au bout de la route. La maison mobile et le cabanon de stockage où tout s'est déroulé sont toujours là, témoins silencieux d'un cauchemar qui a changé la communauté pour toujours. C'est comme une ombre qui plane sur l'endroit, un chapitre sombre dont personne ne veut vraiment parler, mais que personne ne peut oublier. Alors, que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous que Michel et Joseph méritent bien la peine de mort pour ce qu'ils ont fait? Ou l'emprisonnement à vie sans conditionnel est-il le juste châtiment pour de telles actions monstrueuses? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.